Maintenant que le cadre est posé, on va poursuivre nos échanges. On entre dans le cœur du sujet. Le droit est-il réellement un outil de souveraineté économique pour l'Europe ? Et je vais commencer avec vous, Jean-Denis Combrexel, pour parler un peu de différence de culture juridique entre common law et droit continental. Concrètement, comment la confrontation de ces cultures juridiques, de common law, droit continental ou de droit chinois, influence-t-elle les rapports de force mondiaux ? Le témoignage que je peux apporter, c'est parce que pour avoir travaillé au sein de la Cour de justice à Luxembourg, c'est que, par exemple, une institution comme la Cour de justice de Luxembourg est une institution dans laquelle il y a une lutte entre les droits. Donc, alors, c'est pas uniquement en droit anglo-saxon et droit continental, mais il y avait bien sûr le droit anglo-saxon, il y a le droit allemand et il y a le droit français. Alors au début, l'Union européenne, les communautés économiques européennes c'était beaucoup du droit français. En fait, c'était une forme de droit administratif français élargi. Et après, c'est normal, il y a eu l'influence du droit allemand, puis ensuite l'influence du droit anglais. Et pour prendre, et derrière tout ça, il y a des questions de culture, c'est-à-dire que par exemple, il y a eu à un moment des arrêts très importants qui ont été rendus par la Cour de justice de Luxembourg sur le contrôle des connexions téléphoniques. Et en réalité, il y avait une lutte entre le droit allemand et le droit français. Ça prenait quelle forme ? C'est-à-dire les Allemands avaient tendance à considérer que le contrôle des connexions par l'État, eux, ils avaient en tête la vie des autres. Vous savez, le film, disons, en se disant il faut bâtir un système qui limite les pouvoirs de l'État. On ne veut jamais revenir à la Stasi, tandis que les Français, eux, ils avaient le Bataclan en tête, parce que c'était le contrôle des connexions qui avait permis quand même de retrouver les terroristes, une partie des terroristes du Bataclan. Et donc, il y avait deux logiques. Il y avait deux logiques qui étaient quasiment culturelles, et derrière le droit, derrière la lutte entre les droits, il y a souvent des questions de culture qui sont différentes. C'est-à-dire qu'un Espagnol a une culture c'est pas la même que l'allemand, qui est pas la même que le français. Et alors, quand on parle de la lutte des droits avec les États-Unis ou avec la Chine, on est encore plus éloigné. Et c'est pour ça que c'est à la fois très... Le droit n'est pas du tout un terrain apaisé. C'est-à-dire, c'est vraiment alors, j'ose pas utiliser le mot de guerre, surtout en ce moment, mais il y a une lutte très, 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 très importante. Et derrière tout ça, c'est pas uniquement des problèmes de technique juridique, c'est des problèmes de culture, de valeurs, qui sont différentes d'un pays à un autre. Et là, c'est le poids politique d'un État, forcément, dans l'Union européenne, qui va peser pour ça joue, réfléchir. Hein, c'est-à-dire que à un moment, alors le paradoxe du Brexit, c'est que les Anglais sont partis au moment où ils avaient gagné la bataille presque culturelle au sein de l'Union européenne. Enfin, ça, c'est un autre sujet. Et maintenant, il y a plus une lutte, un rapport de concurrence entre le droit allemand et le droit français. Alors que la vraie question, c'est ce que disait Raphaël, la vraie question, c'est la lutte qu'il doit avoir entre le droit européen et puis le droit anglo-saxon, le droit américain, et puis la Chine. Alors justement, on va revenir sur cette lutte par rapport au droit anglo-saxon au travers de l'extraterritorialité du droit qui était présent dans votre rapport. Concrètement, comment vous expliquez que les États-Unis sont la nation la plus proactive en la matière et comment expliquer cette stratégie assumée ? Ça a été dit très brillamment par Jean-Denis. Je crois que c'est un problème de culture et d'histoire. Et là, ce que j'ai dit tout à l'heure, la force des États-Unis, c'est qu'ils ont pris conscience très tôt, c'est à la fin de la guerre froide, c'est l'administration Clinton, ils ont pris conscience que la capacité, l'extraterritorialité, l'usage de cette extraterritorialité était un instrument pour eux de puissance pour se projeter, pour être au service de leur entreprise et pour défendre les États-Unis. Avec donc, des très tôt, qui ont atteint des milliards. Et donc très tôt, ils ont construit petit à petit, par différentes strates, tout un ensemble de la lutte contre la corruption, les sanctions, etc. Et puis, ils les ont utilisés de manière extrêmement fine, avec c'est le pouvoir américain, le pouvoir exécutif, en le mettant, encore une fois, au service de leur entreprise. Alors, c'est vrai qu'en France, quand on disait ça, enfin en tout cas, quand on disait ça il y a 5-10 ans, c'est Montebourg, le premier, qui a commencé à en parler, on pouvait vite apparaître comme un complotiste.
en disant mais en réalité, je crois que la grande différence, c'est que depuis ces dernières années, il y a cette prise de conscience en France que les Américains se servent de l'arme, et puis pas seulement les Américains, mais aujourd'hui c'est notamment la Chine qui construit petit à petit, depuis 3-4 ans, notamment des mécanismes de sanctions, et donc qui, elle aussi, rentre dans ce combat et donc utilise le droit comme un levier de puissance. Et donc l'Europe, dans cette bagarre-là, je pense qu'aujourd'hui, il y a cette prise de conscience, notamment que ce soit évidemment au niveau français, mais même au niveau européen. Daté de ça de quand? De la loi Sapin 2 ou Oui. Alors, en France, c'est la loi Sapin 2, et puis petit à petit, il y a eu, encore une fois, cette prise de conscience, que ce soit au niveau politique, mais aussi dans la haute administration, etc. Et puis, au niveau européen, l'une des meilleures illustrations, c'est fin 2023, la mise en place du paquet anti-coercition, dont on a failli ces derniers jours, en tout cas, on pensait peut-être l'utiliser contre les Américains en raison des droits de douane. Finalement, ça n'a pas été mis en place. Mais ça montre qu'il y a cette démarche, et même au niveau européen. Et là, il faut soulever, il y avait de grandes différences entre les Français et les Allemands. Et puis la guerre, notamment en Ukraine, contre la Russie, a rebattu un peu toutes les cartes. Et puis les sanctions qui ont été que les Américains, il y a eu cette prise de conscience au niveau allemand. Et donc, je pense que, en tout cas culturellement, historiquement, pour rebondir sur ce qui a été dit, il y a cette prise de conscience au niveau européen. Et donc, on peut avoir l'espoir qu'il y ait cette construction et encore une fois, qu'on utilise le droit comme un instrument de puissance. On a vraiment construit, on peut dire qu'on a construit une doctrine européenne d'extraterritorialité? Alors, encore une fois, on est au début. C'est-à-dire que, encore une fois, la vision de la majorité des acteurs ou même des entreprises, c'est exactement ce que vous disiez, c'est que ça reste une volonté défensive et normative, défense du consommateur, etc., etc. On a vu, par exemple, la meilleure illustration, en tout cas, c'est le RGPD. On a mis en place le RGPD, c'est l'ensemble de normes pour protéger les consommateurs, protéger les données personnelles. Et ensuite, on en a fait un instrument de puissance. Et on impose, et il y a cet effet Bruxelles, et on impose aujourd'hui, depuis plusieurs années, un modèle européen de protection des données. Et tout l'enjeu, c'est de décalquer ça, aujourd'hui avec la protection sur les différentes chaînes de valeur, ce qu'on disait tout à l'heure, où il y a eu un recul, on pourra y revenir. Mais donc ça participe à cette prise de conscience, et donc de prendre le droit, encore une fois, comme un instrument de puissance dans, vous n'avez pas voulu utiliser le mot, mais c'est ça, dans la guerre économique entre l'Europe, ses alliés, la Chine, etc. Et donc, dans cette guerre économique-là, utiliser le droit comme un instrument de puissance. Emmanuel, je vais revenir vers vous. Dans cet environnement, ça veut dire des sanctions qui peuvent venir des États-Unis, aussi de l'Union européenne. Donc, pour les entreprises, vous êtes confrontés à une difficulté, c'est-à-dire que vous pouvez avoir des sanctions à la fois américaines et européennes. Concrètement, comment faites-vous pour naviguer dans cet environnement ? Alors en fait, c'est finalement assez simple. C'est-à-dire que nos politiques, nos procédures sont prévues pour respecter les deux. Et nous n'avons pas le choix. Imerys, c'est une société française, mais avec une activité mondiale et une présence aux États-Unis. De ce fait-là, il n'y a pas de choix. Et puis aussi parce que nous avons recours à des financements bancaires et que c'est nécessaire de ce fait-là aussi. Et d'ailleurs, une entreprise qui n'aurait pas nécessairement d'activité avec une connexion apparente ou concrète avec les États-Unis serait contrainte de les appliquer aussi parce que c'est ce que demande la quasi-totalité des banques. Elles demandent des garanties de pouvoir respecter justement ces mécanismes de sanctions américaines. Voilà, donc c'est la manière de le respecter. Les procédures sont revues régulièrement. Oui, parce qu'il y a des l'environnement change forcément. L'environnement change. Parfois, c'est assez proche et puis parfois, ça peut différer. Donc, il faut qu'on puisse gérer
ce paradoxe. Et puis nos équipes sont formées de manière à pouvoir les appliquer en pratique. Et quand il y a un doute, la direction juridique, la direction de la conformité vient apporter son éclairage et son analyse pour apporter un conseil auprès des opérationnels. Voilà, c'est notre manière de le gérer. Alors on va aborder un autre point. Je vais me tourner vers vous, Raphaël. Le legal privilege à la française a été enfin adopté. C'était une des préconisations déjà de votre rapport de 2019. En quoi ça change quelque chose pour les entreprises en matière de souveraineté économique ? Alors, oui, c'était l'une des. Il y avait plusieurs préconisations dans le rapport, et l'une des préconisations les plus importantes, c'était la protection des avis juridiques des entreprises. Moi, je me souviens très bien, toutes les auditions qu'on avait pu conduire, tous les retours de terrain, depuis que ce soit les avocats, les entreprises qui étaient confrontées à ces contentieux transnationaux ou qui étaient sous enquête, soit américaine, etc. L'une des données les plus importantes, c'était la protection des avis des entreprises. Et même moi, je le vois aujourd'hui dans ma activité d'avocat. L'une des questions fondamentales quand il y a un contentieux transnational, parce qu'il y a les pièces ou les informations doivent être échangées, et l'une des difficultés auxquelles on est confronté, c'est les différences de protection et de législation entre les États-Unis, Angleterre, etc., et puis la France. Et ça veut dire qu'on va être au même niveau ? Alors, on ne va pas être encore au même niveau. Je pense qu'il faut saluer cette adoption. C'est un premier pas. Il y a, pour la première fois, avec un débat, ça faisait 20 ans ou 25 ans que le débat était sur la table, pour des raisons, on va peut-être pas y revenir ici, mais des raisons historiques qui ont fait que il y avait une espèce d'alliance entre une partie de la profession d'avocat et puis les autorités d'enquête. La France était l'un des derniers pays, ou même le dernier pays, à ne pas avoir fait cette réforme, et donc ça pesait de manière, encore une fois, extrêmement lourde pour la compétitivité des entreprises et leur posant en pratique des difficultés extrêmement importantes. Donc on a, encore une fois, la législation a été adoptée. C'est un compromis. Toute loi souvent est issue d'un compromis. Le legal privilege, en fait, la protection va concerner uniquement les contentieux civils, commerciaux et les enquêtes administratives. À l'exception de la matière fiscale et pénale. Voilà, la matière fiscale et pénale. Ce qui n'est pas le cas, par exemple, en Belgique et évidemment dans les pays anglo-saxons, ou même en Allemagne, en Italie ou en Espagne. Mais c'est un premier pas important. Enfin, moi, je le vois aussi. On pourra en débattre, mais notamment dans les contentieux transnationaux, que ce soit avec les États-Unis en matière civile ou commerciale. Vous savez, il y a cette discovery où l'entreprise française est obligée de communiquer, de tout fournir un certain nombre d'informations, et les avis juridiques des entreprises sont extrêmement importants, parce que c'est là où il y a une évaluation du risque, etc. Et ce qu'on constate, c'est que souvent, ces avis sont saisis, sont pris, et sont ensuite retournés contre l'entreprise. Donc c'est un premier pas qui est, à mon sens, je pense que tout le monde y convient, mais extrêmement, extrêmement important dans cette bagarre, dans cette compétition entre la France, les États-Unis, l'Europe ou la Chine. Emmanuel, je vais vous faire réagir, puisque en tant que directrice juridique, vous êtes la première concernée. Quel est votre regard sur l'adoption de ce legal privilege à la française ? Déjà, on se félicite de cette adoption, ou plutôt, on en félicite les associations professionnelles qui œuvrent depuis bien longtemps, de nombreuses années pour cela. Et ça va permettre finalement aux juristes d'exercer, comme ses pairs dans d'autres pays, pleinement son rôle. Son rôle finalement dans la prévention des risques et l'amélioration des dispositifs de conformité, mais aussi, comme l'indiquait Raphaël, de pouvoir pleinement défendre les intérêts de l'entreprise dans le cadre de demandes de communication de pièces, dans le cadre de contentieux commerciaux transfrontaliers.
Et je voudrais aussi souligner le fait que sur le rôle de juriste d'entreprise, ça permet aussi de lui donner, en tout cas en France, toute sa profondeur. Parce que finalement, ça reconnaît son rôle aussi, ça permet de le valoriser, parce qu'il pourra justement être amené à conseiller la direction générale pleinement, sans risquer que ses avis se retournent plus tard contre l'entreprise, alors que ce qui était souhaité, c'était améliorer les dispositifs ou défendre les intérêts de l'entreprise. Jean-Denis Combrexel, je sais que vous êtes travaillé également sur cette question quand vous étiez directeur de cabinet d'Éric Dupond-Moretti. Votre sentiment là-dessus ? Et directeur de cabinet Premier ministre aussi, parce que ça a été une bataille. Raphaël a parlé d'une bagarre. Ça a été une bataille assez terrible. Parce que, alors là, je parle des administrations françaises. Dans l'élaboration de la norme, il y a l'obsession de la fraude. La question du legal privilege était vue par certains, qui étaient en principe plus proches des entreprises que d'autres, mais pour le coup, ça ne l'était pas. Pour le legal privilege, était une sorte de paravent de la fraude. Et donc, il y a une bataille assez homérique en interne au sein de l'État, parce qu'en fait, le vrai, je ne reviens pas sur tout ce qui a été dit, mais c'est-à-dire qu'il y avait aussi derrière la question de la nationalité des directions juridiques. Il y avait la question du choix du droit applicable à l'entreprise. Oui. C'est sûr que quand on a un directeur juridique ou une direction juridique qui est dirigée par quelqu'un qui est formé au droit anglo-saxon, il aura plutôt tendance à choisir le droit anglo-saxon que le droit français. Donc derrière, il y avait des enjeux énormes de pouvoir et d'attractivité du droit français à un moment où, en plus, le Brexit offrait des opportunités importantes pour le droit français. Mais cet argument-là, moi, j'en témoigne. Y compris vis-à-vis de certaines administrations qui, en principe, portent l'attractivité économique de la France, ça ne portait pas forcément... Et donc, ça a été, après cette bataille, finalement, on a eu le texte, on a eu les réserves du Conseil constitutionnel. Alors, on n'est pas exactement, comme l'a dit Raphaël, on n'est pas encore exactement aligné sur tous les autres pays, mais enfin, c'est une avancée. C'est une avancée. Donc, je crois et puis, je pense que les trois, chacun dans nos couloirs de course, on a contribué à faire cette avancée avec d'autres. Alors, Raphaël, ici même sur ce plateau, Laurent Fabius disait que la France n'était plus la grande puissance qu'elle était, mais que l'Europe pouvait être cette grande puissance face aux empires américains, chinois. Est-ce que vous avez évoqué différents textes de l'Union européenne, RGPD, DMA, DSA ou CSRD? Est-ce que l'Europe peut réellement imposer ses standards aux Américains ou aux Chinois? Je pense que c'est l'objectif. Pour être une source de puissance et pour être une puissance et pour projeter sa puissance et défendre ses entreprises et puis les emplois qui en dépendent, c'est une stratégie qui doit être conduite. Encore une fois, on revient sur le RGPD. Je pense que le RGPD, c'est le meilleur exemple d'instrument au service des entreprises françaises et des entreprises françaises européennes et qui permet justement cette projection de la puissance. Après, il faut sans doute, il faut poursuivre sur ce chemin-là. Les problématiques et les derniers débats qu'on a eus, notamment sur la régulation des plateformes et puis le devoir de vigilance français, mais au niveau européen, où il y a eu en décembre dernier un recul de la Commission sous l'effet de lobbies, qui soient les lobbies des entreprises, mais ce qui est plus important, inquiétant aussi, c'est un lobby qu'on a identifié, qui est un lobby américain, qui a imposé à l'Europe de revenir en arrière. Alors, comment faire que ça ne se reproduise pas sur d'autres textes? Mais ça, c'est une volonté politique. Il faut qu'il y ait une volonté politique claire en France et en Europe, de vision stratégique sur la place du droit, et puis de faire de l'Europe pas seulement un instrument de régulation et de protection de notre marché, mais en faire un véritable instrument de puissance. Et le problème avec ce qui s'est passé, donc ce retour un peu en arrière, c'est que si on veut avoir cette politique, cette vision claire, il faut qu'il y ait une uniformité. Il ne faut pas qu'il y ait ces allers et retours. Mais en tout cas, oui, il faut faire de l'Europe
pense que Laurent Fabius avait évidemment raison. Il faut faire de l'Europe un instrument de puissance et grâce au droit, en imitant en fait ce que nous ont fait les Américains, faire la même chose. Il faut faire la même chose avec le RGPD, avec le devoir vigilance, aussi la lutte contre la corruption. Je reviens sur la lutte contre la corruption. Il y a eu aux États-Unis, avec l'arrivée de la nouvelle administration Trump, merci. Où, vous savez, l'une de ses premières déclarations, c'était de dire il faut arrêter avec la lutte contre la corruption, ça va contre les intérêts des entreprises américaines. Et donc, il y a une suspension du FCPA. 6 mois après, ils ont ressorti leur ligne directrice. Et là, les nouvelles lignes directrices, et là, c'était extrêmement clair. Ils mettaient noir sur blanc, où on disait, encore une fois, moi dans mon rapport, mais d'autres personnes, Arnaud Montebourg, etc., en disant ils font de leur droit une arme de puissance. Là, ils le mettaient noir sur blanc. Il faut que le FCPA soit au service, dans le choix que va faire le ministère de la Justice américain pour combattre, il faut que ce soit au service des entreprises américaines. Donc nous, il faut qu'on soit aussi. Et donc il faut qu'on ait aussi clair, qu'on ait cette prise de conscience. Je pense que, encore une fois, je reviens, on l'a dit au début du débat, cette prise de conscience, elle est là. Mais maintenant, ce qui nous manque, c'est cette constance et cette volonté politique. Jean-Denis Combrexel, comment faire justement pour essayer de parler d'une seule voix alors qu'on a des cultures juridiques différentes, comme vous l'avez expliqué tout à l'heure, et qu'il y a des luttes d'influence au sein de l'Union européenne? Ce qu'il faut comprendre, il faut faire un tout petit peu d'histoire, c'est-à-dire que dans les années 70, l'Europe, les communautés économiques européennes étaient en panne. Et en fait, c'est le droit qui a compensé la perte d'influence des politiques. Et il y a un juge, le président, un des anciens présidents de la Cour de justice de Luxembourg, Robert Lecour, avait écrit l'Europe du droit. C'est-à-dire, autrement dit, l'idée qui était derrière, c'était que l'Europe ne peut se construire que par le droit. Et donc le droit compensait en quelque sorte l'absence d'influence, de vision des politiques. Et alors maintenant, ça a changé, et donc il faut arriver à ce que disaient Raphaël et Emmanuel, c'est-à-dire qu'il faut maintenant, il faut que le droit, c'est pas suffisant. C'est-à-dire en tant que tel, c'est-à-dire que le droit doit être incarné par des politiques, par une vision politique. Et donc, c'est là, justement, il faut... Alors, il faut être convaincant. Il faut être convaincant. Et pas... c'est là qu'il y a donc il y a à la fois des batailles culturelles, mais il y a foncièrement des batailles politiques au sein de l'Union européenne. Est-ce que, véritablement, on veut projeter un droit européen qui est un droit fort et concurrentiel par rapport à d'autres? Et donc, ça suppose qu'on arrive à dépasser justement les questions de culture. Alors, comme le dit Raphaël, ça progresse, mais on a encore d'énormes marges de progrès parce que je ne suis pas sûr que toute l'administration bruxelloise, tous les commissaires européens, tous les lobbies qui sont autour à Bruxelles partagent cela. Hein. C'est-à-dire que ça suppose qu'il y ait des arbitrages justement entre différents droits, entre différentes positions. Il faut qu'il y ait une vraie impulsion. Il faut qu'il y ait une vraie impulsion. Et de ce point de vue-là, le Conseil des ministres joue un rôle, bien sûr, très très important, prépondérant, mais c'est quand même la Commission. Est-ce que la Commission est persuadée justement de cette vision un peu forte du droit européen et plus largement de l'Union européenne? Donc c'est en ce moment, c'est en ce moment que ça se joue quand même. Les années qui viennent, les 2-3 ans qui viennent seront absolument décisives par rapport à cette problématique-là. Mais voilà. Emmanuel, pourtant l'Union européenne a des outils. Je pense notamment pour faire face à la concurrence déloyale. Comment l'Union européenne, par exemple, utilise-t-elle les mesures anti-dumping et les mesures anti-subvention? Alors peut-être pour remettre ce sujet dans son contexte, l'Union européenne, depuis sa fondation, a considéré que une concurrence non faussée était la meilleure façon de protéger le consommateur. Et la réglementation sur les aides d'État fait un peu figure d'exception européenne. La Chine, par exemple, ne s'embarrasse absolument pas de ce souci d'équité entre les entreprises pour le bénéfice des consommateurs. Alors, de ce fait, les producteurs européens sont confrontés
à des producteurs de pays tiers qui vont exporter vers l'Union européenne soit des prix qui sont inférieurs à leur valeur normale, soit des prix qui vont être artificiellement bas parce que très subventionnés. Et donc, lorsque le producteur européen subit un dommage du fait de ses prix dumpés ou de ses prix subventionnés, il a la possibilité de porter plainte auprès de la Commission européenne. Et donc, le dispositif existe et il est positif. Ça fonctionne bien ? Et ça fonctionne. Je vous donnerai quelques exemples qui nous touchent de près, enfin qui touchent Imerys de près. Mais ces procédures sont lourdes. Elles sont lourdes pour les entreprises qui souhaitent les mettre en œuvre, et elles sont lourdes aussi pour la Commission européenne. On observe aujourd'hui une augmentation sans précédent des plaintes qui émanent des entreprises, de l'industrie, pour la mise en place de ce type de mesures. Et ce qui entraîne de ce fait une saturation des services de la Commission et qui montre aussi la réalité économique. Ça montre les limites du système aussi. Ça montre un petit peu les limites du système, en tout cas son engorgement. Et même lorsqu'un dossier est solide, bien documenté, bien préparé, il faut compter à peu près 2 ans pour qu'il soit instruit par la Commission pour pouvoir mettre en place les protections nécessaires. Alors, je peux vous donner 2 exemples qui concernent Imerys. Janvier 2026, après presque 2 ans de procédure, des mesures anti-dumping ont été mises en place sur un produit qui s'appelle l'alumine fondu, qui provenait de Chine, et qui a permis quand même le maintien de cette activité industrielle en France. D'accord. Et dans d'autres pays. C'est pas neutre. Non, c'est pas neutre. Et un autre exemple, février 2026, il y a quand même une temporalité assez courte, des droits de douane aussi supérieurs, bien évidemment, sur la vaisselle céramique en provenance de Chine, et qui permet de préserver l'industrie européenne des arts de la table, de son savoir-faire, et aussi des matières premières qui permettent de la fabriquer, comme le kaolin que nous exploitons. Donc ça peut fonctionner. Mais ces mesures, elles permettent de rééquilibrer des distorsions de concurrence. Mais en revanche, le contexte géopolitique et ces forces un peu politiques dont on parlait sont très rapides. Et il y a une temporalité qui n'est pas la même entre l'urgence d'une situation économique et le temps pour pouvoir peut-être mettre en place des solutions. Donc en fait, c'est cette difficulté que l'on rencontre et sur lequel on continue à insister auprès des autorités pour qu'elles puissent le prendre en compte. Alors, il y a un autre élément important dans cette guerre juridique avec la Commission européenne qui vient de présenter un nouveau texte, l'Industrial Accelerator Act, qui instaure une préférence européenne dans les financements publics de l'Union européenne. Qu'est-ce que vous espérez de ce texte ? Qu'est-ce que vous en attendez ? Alors, c'est tout frais, ça date du 4 mars. C'est un changement... C'est peut-être le début d'un changement de doctrine pour l'Union européenne en matière de politique industrielle en tout état de cause. Effectivement, c'est la première fois que ça définit un Made in Europe. Ça se fait par 2 approches dans le cadre des financements des marchés publics et de l'aide publique. C'est d'imposer l'utilisation de certains produits décarbonés ou d'origine européenne dans le secteur des transports et de la construction, en imposant l'obligation d'un minimum de composants européens dans ce type de produits. Donc en fait, ce qu'on voit dans cet acte, c'est une approche c'est le fait de passer d'une approche plutôt normative du droit, ce dont on parlait, qui a été incarnée jusqu'à présent, par une approche plus économique du droit et qui pourrait permettre de stimuler la production et les volumes grâce à des objectifs précis. Donc pour vous, ça va dans le bon sens ? Ça va dans le bon sens. Alors on dira toujours que on peut encore aller plus loin, mais ça va dans le bon sens et ça
On espère que ça permettra de lutter face à des régimes comme le régime américain un peu équivalent, qui lui, à coup de crédits d'impôt et de subventions, porte l'industrie américaine. Alors, Jean-Denis Combrexel, on a beaucoup parlé de l'inflation normative en Europe. Est-ce que, selon vous, elle fragilise la sécurité juridique des entreprises ? Est-ce qu'il y a trop de textes ? C'est-à-dire l'inflation normative, qu'elle soit nationale ou européenne, elle fragilise les entreprises. Et je pense que il y a à la fois la quantité de normes, et puis il y a aussi l'instabilité de la norme, qui est presque encore pire que la quantité. Alors moi, ce que j'ai essayé de dire, c'est que les entreprises avaient leur propre responsabilité dans l'inflation des normes. Pourquoi ? Parce que en fait, ce qui se passe, alors je suis pas là pour défendre les hauts fonctionnaires auxquels j'ai eu l'honneur d'appartenir, mais simplement, il faut pas la norme, c'est pas uniquement des technocrates fous qui font des circulaires dans tous les sens. C'est-à-dire que je pense que ce qui se passe, c'est que les entreprises, d'ailleurs pour des raisons légitimes, ont un besoin de sécurité juridique. Et la sécurité juridique, c'est souvent se fonde sur un sentiment de défiance vis-à-vis des administrations, vis-à-vis des juges. Et donc, beaucoup d'entreprises, moi, je le dis pour l'avoir vécu, c'est-à-dire les entreprises se tournent vers l'État ou vers l'Union européenne pour dire, ce que je disais tout à l'heure, il faut envisager toutes les situations pour donner le moins de marge possible aux administrations, aux juges, aux concurrents, voilà. Et donc, et l'Europe est dans ce schéma-là, c'est-à-dire l'Union européenne est dans ce schéma-là, c'est-à-dire qu'on veut justement assurer la sécurité juridique des entreprises, et en permanence, les entreprises sont en situation de demande justement de normes. Et simplement un mot sur les questions de normes de l'Union européenne, c'est-à-dire l'Union européenne s'est construite sur la liberté de circulation et la concurrence. Autrement dit, l'arbitrage, c'était faire prévaloir l'intérêt du consommateur sur les entreprises. Et donc, le mot politique industrielle était presque obscène, en quelque sorte, de dire il y a une politique industrielle. Et donc, là, comme le dit Emmanuel, je pense qu'on rentre dans une vision différente où, enfin, on reconnaît la nécessité d'avoir une politique industrielle au niveau de l'Union européenne. Raphaël, vous avez été député, vous avez fabriqué la loi. Est-ce que dans ce débat, trop de normes, pas assez de normes, trop de contraintes sur les entreprises ? Comment vous situez-vous ? Non, mais comme partout, ça a été très bien dit par Emmanuel, je pense qu'il y a un équilibre à trouver. Et le législateur ou l'administration, c'est ça, il faut trouver un équilibre entre... par rapport aux discussions qu'il y a au niveau européen, je pense qu'à court terme, évidemment que l'excès de normes, ça pèse sur les entreprises parce que ça pèse sur la compétitivité des entreprises parce qu'elles doivent mettre en place des dispositifs, etc., etc. Et après, si on prend au long terme, et c'est pour ça qu'il faut avoir cette vision au long terme, il faut éviter les allers-retours, qui est cette stabilité normative. Là, par contre, ça donne un véritable avantage compétitif. Moi, je crois, mais dur comme fer, que la loi sur le devoir de vigilance qui a été mis en place en France et qu'on essaye de mettre en place au niveau européen, à long terme, c'est une arme, enfin, ça va être un avantage compétitif pour nos entreprises. Est-ce qu'avec ce recul sur justement la CSRD, est-ce qu'il n'y a pas finalement perte de lisibilité oui, non, mais c'est le problème. Mais après, le politique ou le législateur, il est face aussi à des demandes, notamment des entreprises, qui... dans la compétition internationale, la mise en place de tous ces dispositifs. Et alors, il y avait non seulement les entreprises, mais c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Il y a aussi un lobbying extrêmement fort, outre-Atlantique, de l'administration Trump, qui demande de manière extrêmement insistante aux Européens. Et alors là aussi, il n'y a pas forcément un front uni au niveau européen, mais de ne pas imposer ces règles parce qu'elle pèse sur la compétition internationale et sur les entreprises américaines. Comment vous faites, Emmanuel, justement, pour réagir par rapport à cette temporalité où, à un moment donné, on va vous dire la CSRD, ça va s'appliquer demain, et puis finalement, on se dit ce sera l'année prochaine, ou voire peut-être dans 2 ans. Comment on fait quand on est une entreprise ?
C'est compliqué. De surcroît, quand nous sommes une société cotée avec des obligations de communication assez larges. Donc c'est une attention qui est portée à l'évolution de cette réglementation. Mais c'est complexe, en fait. Cette incertitude est complexe. Lorsque ça va dans un sens avec un excès de reporting, on remet absolument pas en cause le bénéfice du reporting et le sujet en question en parlant de la CSRD. Mais c'est dans l'excès. L'attention de l'entreprise, bien évidemment, doit se porter sur le reporting, mais pas que. C'est surtout sur les opérations qui sont sous-jacentes et qui vont permettre de pouvoir reporter de bons résultats. À partir du moment où il y a plus de focus sur le reporting que sur les opérations sous-jacentes et qui sont bénéfiques pour la société, on perd un peu le fil de la norme. Et ensuite, lorsqu'on fait marche arrière, eh bien, il faut revoir aussi que ça ne s'applique pas forcément de la même manière à toutes les entreprises et qu'il peut y avoir des distorsions là aussi. Donc, voilà. Et ce va-et-vient est complexe. On va conclure cette partie là-dessus. Place tout de suite au cas pratique.